Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport? Et animée par Laurent Garnier et Léa Rochard. Bienvenue dans la 151e émission de Et si on parlait de sport, votre émission 100% passion avec une équipe de passionnés, des voix authentiques et un objectif clair, donner la parole à celles et ceux qui font le sport au quotidien. Des terrains au vestiaire, des bénévoles aux athlètes, du sport amateur au haut niveau, on est au cœur de l'action là où tout se joue. Et oui, un grand merci aussi à nos partenaires Semperconnect, LG Consultant et l'agence Bellombra de Bruno Hamet. À nos côtés, ils jouent collectif et partagent la même vision, un sport qui rassemble, qui propulse et qui construit l'avenir. Respect aussi à la Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants. Une équipe engagée, passionnée, prête à attaquer l'année à plein régime. Alors installez-vous, montez le son, c'est parti pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport? Au programme, en première mi-temps, on vous emmène au cœur du tennis de table à Blagnac avec deux acteurs engagés du club qui font vivre et grandir la discipline au quotidien. Patrice Rigaud, président du club de Blagnac et entraîneur, et Abdé El Amouchi, entraîneur de tennis de table au club de Blagnac. Ensemble, nous allons revenir sur l'histoire du club, son évolution, son bilan et les actions mises en place pour développer la pratique, notamment auprès des jeunes. On parlera aussi des projets à venir, des événements qui rythment la saison et bien sûr, on ouvrira une parenthèse sur l'actualité internationale avec le championnat du monde par équipe et la belle dynamique du tennis de table. Une première mi-temps riche en échanges, en passion et en engagement. Alors, restez bien avec nous. Et en deuxième mi-temps, place à une discipline qui fait de plus en plus parler d'elle, le pickleball. Encore confidentiel il y a quelques années, ce sport venu des États-Unis s'impose désormais comme l'une des pratiques les plus dynamiques du moment. À mi-chemin entre tennis, paddle et badminton, il séduit un public toujours plus large grâce à sa simplicité, sa convivialité, son accessibilité. Un cocktail gagnant qui explique son essor fulgurant jusque chez nous à Toulouse où de nouveaux espaces dédiés voient le jour. On plonge au cœur de cette tendance avec deux invités engagés dans le développement du pickball, Nicolas Lemosi qui est le fondateur de Smash Pickball Toulouse et Philippe Bru qui est chargé du développement en Europe de la franchise américaine de Pickball Kingdom. Tout de suite, place à la première mi-temps pour parler tennis de table avec nos invités Patrice Rigaud et Abdé El Amouchi. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et oui, retour sur le plateau de Et si on parlait de sport aujourd'hui, direction Blagnac, un club dynamique de tennis de table qui ne cesse de se structurer et de grandir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités engagés et passionnés. Patrice Rigaud, président du club de Blagnac et entraîneur, et Abdesalam El Amouchi, qui est entraîneur de tennis de table au club de Blagnac, mais on l'appelle Abdé, dans son prénom. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors merci d'abord d'avoir accepté de venir vers nous et de nous parler un peu du tennis de table. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter, qui sont Patrice Rigaud et Abdesalam Amouchi? Abdé, pardon. Eh ben, moi, je suis président de ce club depuis 8 ans maintenant, et entraîneur aussi, mais sur les pôles satellites, puisqu'on a des partenaires qui sont Auxonne et Mondonville. Voilà, je viens d'une région à Genèse, il y a maintenant 40 ans. Donc, c'était hier en fait. Oui, je suis parfaitement intégré ici à Toulouse. Mais toulousain, oui, mais à Genève quand même. Il garde son origine. Abdé, quelques mots. Alors moi je vais faire un peu plus court. Donc moi je suis entraîneur sur le club de Blagnac depuis plus de 10 ans et j'ai un diplôme d'entraîneur classique, un DEGEPS tennis de table. D'accord, donc ça veut dire que tu es habilité à entraîner. Complètement. Voilà, c'est ça. On va, avant de commencer, on va parler un peu de l'histoire de ce club. Racontez-moi un peu comment est né ce club et quelle est un peu son histoire au sein de Blagnac. Alors, ce que j'en connais, c'est ce club, il a été créé donc dans un ancien bâtiment qu'on appelait l'aérogare. Il a été créé comme une petite association, une petite fédération de gens intéressés. Vous avez enlevé les avions et vous avez mis des tables. C'est un peu ça. L'aérogare, mais déjà 1977. Pourquoi en 77? Parce que moi je suis du club d'Auxonne au départ, qui a été créé en 75, dont j'ai fait l'histoire de ce club, et en 77 est arrivé
l'association Blagnac. Association qui a été reconnue en 83 et c'est Paul-André Abila qui l'a créée officiellement. Voilà, donc la véritable histoire, c'est qu'il remonte en 1977. Juste un petit groupe de passionnés qui jouaient à l'aérogare, un peu comme ça, quoi. Comme un petit foyer, un petit truc. Voilà, ça c'est l'histoire du club. Et puis après, il a grandi. Et maintenant, on arrive à une structure qui est conséquente. Alors, si j'ai bien lu un peu mes petits papiers, mes fiches, donc qui a obtenu sa labellisation en 84 et reconnaissance d'intérêt régional en 2001. Ouais, c'est ça. Si j'ai bien lu tout ça. Il y a d'autres labels encore que nous avons obtenus, notamment avec le handisport et l'inclusif, tout ça. Mais enfin, c'est très récent, quoi, ça. Et là, dans ces locaux ici, au complexe sportif de Naudin, maintenant, vous êtes installé depuis 2007 ici, et avec une salle qui est dédiée qu'au tennis de table. C'est une chance sur la Haute-Garonne même. Hein. On est un des seuls à avoir une salle dédiée ou qui nous appartient, enfin qui n'intéresse que le tennis de table. On ne partage pas la salle avec du volley et autres et des choses comme ça, quoi. Et ça représente combien d'adhérents ? Nous, on tourne autour entre 220 et 240 adhérents. Abdé, ça s'est construit comment ? Ça fait une dizaine d'années qu'il est là. Ce club, il se construit sur certaines valeurs. Comment tu as vu ça ? C'est les valeurs classiques, donc tout ce qui est en rapport avec l'entraide, le dépassement de soi. Où là, en fait, on a super bien évolué. C'est le fait que au fur et à mesure des années, on a accueilli des nouveaux publics, de plus en plus de gens, de jeunes. Et donc, du coup, on évolue et ça continue en plus d'évoluer sur les années qui arrivent là, sur les années qui viennent de passer. Donc, c'est vraiment super. Il y a les deux, en fait, dans cet esprit de club. Il y a du débutant au compétiteur. Il y a cette notion de compétition aussi qui est importante dans le club. Tout à fait. D'abord, on a pas mal d'équipes engagées en compétition, mais à tous les niveaux. Que ça soit du niveau pré-national et peut-être national, on l'espère, au niveau départemental des plus bas, tout le monde peut jouer. Tous les différents publics peuvent jouer, que les petits, les adultes, quel que soit leur niveau. Et si on parle un peu du bilan de cette saison, on va revenir un peu à l'actualité. Où est-ce qu'on en est au niveau du club ? Puis de dernière saison, où se situe le club, le Blagnaquais, c'est ça qu'on dit, voilà. Blagnaquais, oui. Voilà. Donc tout est positif pour nous. Nous, les voyants, ils sont ouverts. Même si tous les ans on restructure, on cherche de nouvelles finalités. Là, cette année, du point de vue compétitif, mais Abdé en parlera un peu mieux que moi, on est en bonne place pour avoir une équipe nationale. Après, derrière, on a une école de ping-pong qui est géniale. Voilà, c'est la transmission que font les entraîneurs, c'est tout ce qu'il y a de meilleur, quoi. Donc, il faut profiter. Et sur le plan sportif, alors, puisqu'on te donne la balle ? Alors, sur le plan sportif, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le tennis de table, ça se passe en 2 parties. Donc, il y a la phase 1 qui a lieu de septembre à janvier et de janvier à juin. Donc, sur la phase 1 qui est passée, on a eu que des retours positifs parce qu'en fait, on a plusieurs équipes qui sont montées de division et aucune équipe qui est descendue. Donc, ça, c'est quand même pas mal du tout, notamment l'équipe 1. Et en plus, l'équipe 1 est première et cherche, en plus, comme a dit Patrick juste avant, une montée au niveau national. Ce qui serait génial pour le club de retrouver ce niveau de National 3. Et pour les autres équipes, pareil, il n'y a aucune équipe qui, pour l'instant, part sur de la descente, voire même plus. Il y en a certaines qui visent encore la montée. Pour les néophytes dont je suis, explique-moi un petit peu la hiérarchie de le National 3. Oui. C'est où le top, c'est quoi alors comment ça marche ? Alors, si on commence de tout en bas, on commence de la départementale 4. Donc D4, D3, D1, D2. C'est pas des routes, hein, c'est des statuts, hein, d'accord, juste pour que les gens ne se trompent pas. Hein. Ok. Ensuite, il y a le niveau régional, donc pareil, qui commence de R4 jusqu'à R1. Et ensuite, il y a le niveau national et ensuite le niveau pro. D'accord. Donc on arrive sur National 3, 2, 1 et puis on arrive sur les meilleurs, là où jouent notamment Alexis, Félix Lebrun ou même Simon Gauzy, où on est sur de la pro. Quoi. On va parler de tout à l'heure. Donc là, vous seriez au statut pour rentrer dans le National 3. Exactement. Voilà, pour situer un peu au niveau de la région où ça se passe. Avec une concurrence, j'imagine, sur l'Occitanie. On va dire Blagnac se situe comment par rapport à les clubs d'Occitanie ? Alors bien sûr, il y a Montpellier, mais... À Toulouse, il y a quelques gros clubs, et puis après, il y a le reste de l'Occitanie où c'est un peu plus... mais on fait partie des gros clubs toulousains, quoi, avec d'autres comme Cugnot, et voilà, on se situe, mais on n'avait pas encore de national. Enfin, qui fera peut-être le plus. C'est un retour de la nationale, parce qu'il y en avait déjà avant. Donc là, vous grimpez. Voilà. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour faire vivre finalement ce club, pour arriver à ces résultats ? C'est quoi un peu les grandes actions ? Comment vous travaillez ?
Ah ben, c'est surtout les entraîneurs qui travaillent. Moi, je travaille pas beaucoup. Alors là, il est en train de te repasser. Il a fait Exactement. il a fait un service. Donc Abdé, t'as compris que la balle, elle est pour toi. Donc je repose ma question. Voilà. Quelles sont les actions que toi, finalement, tu organises? Alors, bon, on est quand même plusieurs entraîneurs sur le club. Ouais, Nous, on essaye d'entraîner évidemment tous les types de publics. Donc ça va des jeunes au handisport, aux féminines, aux adultes compétiteurs ou même loisirs. On intervient également aussi dans les écoles. Donc on essaie d'être un petit peu partout sur les groupes qu'on peut faire. Et ça se passe très bien depuis qu'on le fait. Je vais plus loin dans ma question. On intervient, mais concrètement, quelles sont les actions que vous faites, que ce soit au club? Est-ce que tu parles d'intervenir, ça veut dire quoi concrètement? Des entraînements, des compétitions voilà, c'est un petit peu plus ça le sens de ma question pour que les gens comprennent comment vous fonctionnez. Sur la partie club, ça va être notamment des entraînements dirigés avec un entraîneur qui va donner des exercices, tout simplement pour travailler tout ce qui est technique, stratégie, etc. Et après, on a des partenariats avec des écoles où on intervient pour faire tout ce qui est de l'animation, donc montrer, faire découvrir le tennis de table, ce que c'est, avec des petits jeux, que ce soit hors table, qui est assez ludique pour les petits. Donc après, déjà, d'autres actions qu'on peut mener, on fait des stages à chaque vacances. Alors ce sont des stages un peu particuliers parce que le matin, c'est tennis de table. Donc avec les exercices dirigés. Et l'après-midi, c'est une activité qui est une activité, c'est plutôt sympa parce qu'on va faire du laser, on va faire du bowling, on va faire On est en vacances et on est au ping-pong. Et ça s'adresse les stages s'adressent à quel âge à peu près? Quelles sont les personnes qui peuvent venir dans ces stages? Tous les publics dès le plus jeune âge, qu'ils sachent jouer ou pas au ping-pong. Ça, qu'ils soient licenciés ou pas, c'est ouvert à tous. Et en règle générale, ça va jusqu'à 16 ans, disons. 16 ans, parce qu'après, ce sont d'autres types de stages qu'on organise. Alors, quels sont les projets aujourd'hui du club de Blagnac? On va se projeter un peu vers l'avant. Quels sont les projets que vous avez pour continuer à structurer, pour continuer à évoluer? Alors, le projet, déjà, c'est un focus sur la Nationale 3, pour que ça soit notre référence et pour que tous les gamins ils aient envie. Et ensuite, de grossir notre école de ping-pong, quoi. Notre école, elle est, en termes d'adhérents, c'est une grosse école. On est à peu près à pas tout à fait la moitié du club, ce sont des gamins. Donc le projet, c'est de les fidéliser, c'est de leur apprendre et de les amener vers l'excellence. On en a deux gamins, dont un particulier, qui joue en équipe première, qui a commencé à 7 ans, et puis maintenant, il est presque imbattable. Il est très bon, il fait partie du top 20 de sa catégorie d'âge. Donc vous mettez en place une locomotive pour que le train y suive, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée du développement que vous faites. Alors ça demande aussi peut-être de l'investissement parce que dès qu'on monte d'un statut, il n'y a pas un problème financier aussi qu'il faut gérer, qu'il faut organiser? Il faut le gérer d'abord parce qu'il y a les entraîneurs et ce sont des entraîneurs salariés avec des intervenants extérieurs aussi. Et puis ensuite, il faut gérer tout l'aspect financier des déplacements, des prises en charge, et plus on monte de niveau, plus c'est cher. Parce que quand on dit national, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer dans toute la France? Dans toute la France. Là, il va y avoir le championnat de France à Saint-Quentin, dont Aurélien est qualifié. Et il va partir 3 jours à Saint-Quentin, il faut tout prévoir, quoi. Combien il y a de compètes, on parle de national, dans l'année, justement, à comprendre un peu de week-ends qui sont consacrés à ce national? Déjà sur le championnat, sur les 2 phases, ça ferait 14 par phase, donc on est à 28, auquel on rajoute les critériums, le championnat jeune, les détections, les finales par classement. Il y en a pour tous les week-ends, ça c'est sûr et certain. Vous passez votre temps dans les trains. Il n'y a pas un week-end sans compétition. Quels sont les grands événements que vous pensez organiser ou que vous avez organisés, qui sont des choses qui sont remarquables, qui peuvent aussi être visitées? Est-ce que Blagnac fait des choses comme ça? Oui. Nous, on essaie déjà d'organiser un ou des tournois. Le tournoi national B, ça c'est un tournoi qui regroupe beaucoup de personnes. Et surtout, on organise tous les étés, depuis 30 ans, le tournoi d'été. C'est-à-dire que tous les mercredis soirs, nous nous retrouvons et nous jouons donc une compétition par handicap. Ça se termine très tard dans la nuit, mais ça fait 30 ans que ça dure. Et ça se joue ici, vous organisez? Et ça se joue sur Blagnac. On change de gymnase, mais ça se joue sur Blagnac. 30 ans que ça dure. Puis derrière, Abdé, il organise tout ce qui est des stages, tout ce qui est des entraînements spécifiques pour l'élite, pour préparer les championnats, même pour les petits gamins.
ou pour les féminines. Rendez-vous pour cet été, ça démarre quand? Ah, mais on attend, ça va démarrer le 2 ou le 3 juillet, ça dure tout le mois d'août. Donc c'est ouvert à quel public? Tout public. D'accord, on peut s'inscrire, on peut venir vers Blagnac et s'inscrire Voilà. et venir taper la balle ce soir-là. Et puis rencontrer des joueurs de niveau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui n'a pas beaucoup de points ou qui n'en a pas du tout, débutant ou pas, il peut rencontrer quelqu'un qui va être classé, numéroté, et puis s'amuser, quoi. Il arrive, il prend 3-0, il repart. Et alors, Alors il prend pas 3-0 déjà. en fait, ce qui est pas mal dans cette formule-là, c'est que les personnes qui ont moins d'expérience, quand elles jouent contre les personnes qui ont forcément plus d'expérience, elles partent avec des points. Enfin, la personne qui a plus d'expérience part avec des points d'handicap. Donc elle peut commencer jusqu'à moins 10, et c'est le premier des deux qui arrive à 11. Donc elle a quand même plus de 20 points à mettre, quand à l'autre elle n'en a que 11 à mettre. Donc ça rééquilibre un petit peu les chances de victoire. Petite question, parce que tu as parlé de tennis de table, tu as parlé de ping-pong. Je m'interroge, quelle est la bonne détermination aujourd'hui? Est-ce qu'on dit ping-pong? Est-ce qu'on dit ping? Est-ce qu'on dit tennis de table? On est un peu perdu dans vos jargons. Ah, le tennis de table, c'est la référence. D'accord. Alors, le ping-pong, c'est quand on est sympa. Et le ping? Le ping-pong, et le ping, c'est convivial, le ping-pong. D'accord. Voilà, Voilà, on le trouve au camping, mais on le trouve sur la place du marché parce qu'il y a une table et que les gens jouent au ping-pong. C'était un petit peu pour que les gens comprennent le jargon que vous utilisez. C'est vrai que les joueurs de tennis de table appellent ce sport-là le ping. Entre nous, on dit ping. On dit pas ping-pong, on dit pas tennis de table, on dit ping. On a appris quelque chose ce soir, en tout cas. Bien évidemment, on a les yeux tournés vers le haut, comme on dit. Il y a le National 3, mais aujourd'hui, on sait tous, on a en France une équipe de France qui tourne bien. On a 2 joueurs exceptionnels, voire d'autres, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils crèvent un peu l'écran, on va dire, les frères Lebrun. Et ils vont se retrouver, j'imagine que vous allez suivre ça à Londres prochainement pour les championnats du monde par équipe. Vous suivez la qualité. Quel regard vous portez-vous en tant qu'entraîneur sur ces championnats du monde de tennis par équipe à Londres? Est-ce que vous faites vous-même justement des compétitions par équipe? Quel regard vous allez porter sur ce championnat du monde qui arrive? Forcément, on est content de voir des très grandes compétitions comme ça. La chance qu'il y a, c'est que l'équipe de France fonctionne super bien. Et donc, du coup, oui, on est forcément intéressé pour voir ce que ça va donner. Voilà, mais après, c'est quand on regarde un petit peu la structure de ce championnat du monde, c'est un peu compliqué à le comprendre. Et justement, tu me donnes, merci, tu prends la balle au bon parce que j'avais envie de t'interroger là-dessus. D'abord, reparler des sélectionnés de cette équipe de France. Il y a quelques noms que j'ai notés, voir si ça vous inspire. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des garçons ou des filles qui viennent de chez nous? Dans l'équipe féminine, ils ont reconnu Léana Auchard, Camille Lutz, Charlotte Lutz, donc 2 sœurs, Pritika Pavadé et Yann Nan Yang. Est-ce que parmi ces jeunes filles, vous les connaissez un petit peu? Vous avez comment vous voyez cette équipe féminine? On les suit un petit peu, enfin tout au moins. La dernière réunion qu'il y a eu en Corée, Jian Yuan, elle a bien figuré, elle a bien joué, même si elle n'est pas allée au bout, le perd en quart, c'est déjà pas mal, quoi. Charlotte et Camille, peut-être qu'il y a une possibilité, quoi, ou Pritika. C'est une bonne structure. C'est une équipe qui est homogène. Ouais, ça va. Elles sont a priori en forme, donc j'espère que ça va bien se passer pour elles. Il n'y a aucune qui vient de notre secteur à nous? Alors, non. Léana Auchard joue à l'heure actuelle en sud-ouest, du côté de l'Alliance Nîmes-Montpellier. D'accord. Donc Après, elle est pas très loin, quoi. Ouais, on va dire ça. On va dire que c'est la même région. On va passer chez les garçons, puisqu'on a une équipe là qui est aussi costaud, on l'a vu, avec Flavien Coton, Simon Gauzy, Alexis Lebrun et son frère Félix Lebrun, et Thibaut Porré. Quelques commentaires sur cette équipe? C'est une très belle équipe. C'est une équipe jeune, avec Simon Gauzy qui lui par contre a un peu plus d'expérience. C'est une équipe très prometteur, oui. Donc tiré par les 2 frères Lebrun, puis Simon Gauzy juste derrière, que ça soit Flavien ou Thibaut qui montrent des très bons résultats sur le... On a vu récemment, oui, ils ont fait des résultats assez performants. Mais sur toutes les grosses compétitions, compétitions internationales, à chaque fois, ils s'en sortent super bien. Donc oui, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Et après, par contre, pour le coup, Simon Gauzy, il est de Toulouse, donc il est d'un club juste à côté. Même s'il a fait plusieurs clubs, il est d'un club qui est juste à côté. Et Alexis et Félix, eux, par contre, sont du côté de Montpellier. On les attend, on va suivre ce championnat du monde avec intérêt. Justement, petite question, parce que j'ai essayé de comprendre. Peut-être que là, l'un comme l'autre, vous allez pouvoir m'expliquer. Ça se passe comment un championnat par équipe? Vous pouvez me donner des infos sur ça? Alors j'essaie de comprendre, mais... Nous aussi, on essaye de comprendre. D'accord, tout au moins moi. Ça me rassure. Il y a 2 phases, si j'ai bien compris. Il y a 2 phases, plus que 2 phases, puisqu'on a les 2 premières poules, poule A et poule B, où il y a les meilleures équipes mondiales, dont l'équipe Angleterre qui est qualifiée d'office. Et ensuite, il y a
des autres poules où ce sont tous les autres pays jusqu'à 64. Et ensuite, les cartes seront redistribuées pour sortir les premiers de poule à chaque fois et les remettre avec des... Si j'ai bien compris, on protège quand même Voilà. les 8 meilleures équipes, c'est ça, je Ouais, crois? c'est ça, mais ça peut faire une finale avant la finale. Puisque ce sont les meilleures équipes qui vont se rencontrer pour après être dispatchées. Mais en finale, on pourrait avoir une équipe qui a déjà joué avec la même auparavant. Commentaire sur ce format, Abdé, comment tu vois ça, toi, en tant que joueur, peut-être? Alors c'est un nouveau format, on ne l'avait jamais vu avant, mais ce qui est intéressant, si j'ai envie de dire, sur cette formule-là, c'est que dans le stage 1, où il y a les 8 meilleures équipes, eh ben, en fait ça va donner sur des gros matchs dès le début, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est top. Et ensuite pour le stage 2, où il y a de 9 à 64, ben, il faudra voir qui va plus montrer les crocs pour réussir à se qualifier. Bon, nous, on est quand même dans le top 8 quand même, non? Complètement. Voilà, Ah oui, complètement. On est dedans. Vous les connaissez un peu, les 8 premières équipes mondiales? Oui, forcément, oui. Il y a du coup la Chine, forcément, qui part grand favori. Il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a la France, il y a la Suède, l'Allemagne, Londres, qui est le organisateur, qui est directement qualifié. En tout cas, merci pour cet échange. Ça me paraît utile d'expliquer aux gens comment ça va se passer. Pour finir, ça se joue comment par équipe? C'est-à-dire, ils jouent à 4, ils jouent à combien ils sont dans l'équipe vraiment qui vont jouer? Si je dis pas de bêtises, je joue à 3 et il y a du simple et un double à la fin. Donc C'est un peu comme la Coupe Davis en tennis, c'est ça? 2 simples et un... Il y a un petit peu de ressemblance, ouais. Il y a un petit peu, suivant ce que ça va donner pour que la première des équipes gagne. Ça dure assez longtemps quand même. Chaque match peut durer très longtemps, quoi. Ah oui, ça peut durer 2-3 heures, voire même plus sur un match, sur une rencontre. Ça explique pourquoi c'est étalé dans le temps, ce championnat du monde. Oui, D'accord. c'est ça. En tout cas, merci. Un petit message que vous souhaiteriez vous adresser à ceux qui veulent se lancer dans le tennis de table, qui sont hésitants, qui savent pas. Alors, ce qui est bien, c'est que vous m'avez dit que c'est quand même structuré. Quand les jeunes viennent, ils sont pris en main, ils sont surveillés. Il y a les stratégies, il y a de la technique. Voilà, ça peut permettre aux parents de comprendre que c'est un sport qui est quand même bien encadré. Quel message vous voudriez faire passer aux papas et aux mamans et aux enfants? Ben moi, je dirais c'est fantastique le tennis de table. À transmettre pour les entraîneurs. Et puis, moi, je souhaite que tous les jeunes allez dans les clubs, rentrez dans un club sportif, prenez une licence et vous allez voir qu'une école de ping-pong, ça va vous amener beaucoup plus que juste que du sport, quoi. Abdel, un petit message? Moi, tout simplement, qu'ils viennent voir ce que ça donne, ne serait-ce que sur un cours d'essai, pour voir si ça leur plaît réellement. Mais généralement, quand ils font un cours d'essai, ils reviennent très souvent. Merci Patrice et Abdé pour votre disponibilité, votre engagement. Merci à toi, Laurent. Merci en tout cas pour votre quotidien. Le tennis de table blagnacais incarne parfaitement ce que doit être un club moderne, structuré, ambitieux, mais aussi profondément humain. Quand on met en parallèle cette dynamique locale avec l'essor du tennis de table français sur la scène internationale, notamment avec les championnats du monde par équipe, on se dit que tout est lié. Les clubs comme Blagnac sont le socle de cette réussite. C'est les premiers lieux où naissent les vocations et où se construisent les parcours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps avec Patrice Rigaud et Abdesalam El Amouchi. Mi-temps, on se retrouve dans quelques instants avec Nicolas Lemosi et Philippe Bru pour parler picketball. Et ne bougez pas surtout, on retourne rapidement au vestiaire, on reprend notre souffle. À tout de suite dans Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport. Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe.
Allez, on compte sur vous, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui dans Et si on parlait de sport, on vous fait découvrir une discipline encore peu connue, mais qui fait connaître aujourd'hui une croissance spectaculaire, le pickleball. Un sport venu des États-Unis, à mi-chemin entre le tennis, le paddle et le badminton, qui séduit par sa simplicité, sa convivialité et son accessibilité. Et cette dynamique, on la retrouve aussi chez nous, à Toulouse, avec l'émergence de nouveaux lieux dédiés. Pour en parler, nous recevons Nicolas Lemosy, fondateur de Smash Pickleball Toulouse, et Philippe Bru, chargé du développement en Europe de la franchise américaine Pickleball Kingdom. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour Léa, merci. Bonjour à vous. Nicolas, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous raconter comment vous avez découvert le pickleball ? Tout simplement lors d'un voyage aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai vu les terrains donc à Venice Beach le long de la plage. Et donc dans cet endroit paradisiaque, forcément, c'est quelque chose qui m'a attiré l'œil et que j'ai de suite eu envie d'essayer. Comment est née cette idée de lancer le premier club à Toulouse ? Donc après cette première découverte, j'ai décidé de partir un mois aux États-Unis pour vraiment découvrir ce sport. Donc dans l'État de New York cette fois, où j'ai fait le tour de tous les complexes. Et étant friand des sports de raquettes, je m'y suis intéressé, j'ai fait des Open avec les joueurs de là-bas. Et une fois là-bas, j'ai totalement oublié les sports que je faisais en France, notamment le paddle que j'adorais. Et une fois dans l'ambiance aux États-Unis, notamment à Central Park et à d'autres endroits, je me suis dit que ce sport était génial et que j'avais envie de le lancer en France. D'où vient cette passion que tu as pour ces sports de raquettes? Il y a un passé, il y a un enfant derrière tout ça qui a fait d'autres disciplines. Ici, on est dans le monde du rugby, donc c'est étonnant. On passe du ballon ovale à la petite balle en plastique. C'est compliqué quand même tout ça. Ouais, mais donc moi j'ai grandi dans le Tarn-et-Garonne à Moissac, donc dans la campagne où j'avais une table de tennis de table. Et donc avec mes copains, lorsqu'ils venaient à la maison, de suite on jouait au tennis de table, au ping-pong. Et donc j'ai de suite adoré ça, mais on n'avait pas de club pour vraiment se mettre à la compétition et j'y jouais vraiment qu'avec mes amis. La balle était trop petite, tu as décidé de prendre une balle un peu plus grosse en fait. Exactement, c'est ça. Smash Pickleball, c'est pas un simple complexe sportif, c'est bien plus que ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous expliquer en quoi ça le rend si spécial ? En fait, lors de mon immersion aux États-Unis, j'ai vraiment vu l'engouement qu'il y avait pour ce sport et ce qu'il y avait tout autour, notamment des franchises que j'ai découvertes comme Chicken and Pickle, où il y avait un univers autour avec la restauration et vraiment le coin sport. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu imiter ou m'inspirer au minimum. Et donc ici, j'ai lancé un espace bar-restauration et là, un espace Esprit Guinguette à l'extérieur qui a ouvert juste vendredi et qui sera ouvert tout l'été en association avec un restaurateur de Toulouse. Donc là, le message est passé. Une petite question quand même, parce qu'on en parle d'un mot, mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que le pickleball, parce que on dit c'est du tennis, c'est du badminton, c'est du tennis de table, c'est quoi un peu plus concrètement? Explique-nous. En fait, c'est un mix entre tout ça. On a un terrain qui est de la taille d'un terrain de badminton et ça se joue autant en simple qu'en double. Donc en simple, ça ressemble vraiment à un mini-tennis, même si la balle est en plastique, donc elle réagit comme une balle de tennis de table sur laquelle on peut donner beaucoup d'effets. Et en double, donc il y a vraiment beaucoup de spécificités, de coups à apprendre, le drop, le dink. Alors je vais te couper parce que terrain badminton, mais le filet, c'est pas le filet du badminton quand même. Exactement, c'est un filet bas. Voilà, et les raquettes, c'est pas du tout des raquettes des autres. Faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est que ce jeu, parce que c'est un mélange, mais bon, on sait plus. C'est ça, donc on a la taille d'un terrain de badminton, mais on a un filet qui est bas, donc équivalent à un filet de tennis, à peine plus bas de 5 cm, et donc une balle en plastique et des raquettes en fibre de verre ou en fibre de carbone. Alors, en plus, elles ont des trous, il y a un truc qui va pas. Les balles ont des trous, mais pas les raquettes, contrairement au paddle, mais les balles ont des trous pour mieux pénétrer dans l'air. Ouais. D'accord, c'est toute une technique qui a été pensée. Alors, d'où vient cette idée? On revient à la genèse, parce que quand même, c'est qui a imaginé ce concept? Donc ça a été créé par 3 pères de famille qui, tout simplement, leurs enfants s'ennuyaient en vacances. Sauf que faute de place, ils ne pouvaient pas faire un terrain de tennis. Ils ont fait un petit terrain, donc des dimensions qu'on connaît aujourd'hui, de 13 par 6 mètres, et en mettant un filet bas, et avec à la base, c'était des raquettes en bois et une balle en plastique qu'ils avaient trouvé d'un autre jeu. Et voilà, donc leurs enfants se sont amusés avec ça et petit à petit ils ont décidé de le lancer, de le professionnaliser. Donc c'était en 1965. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui quand même.
Qu'est-ce qui plaît autant dans le pickleball selon vous ? La force vraiment de ce sport, c'est le côté très intergénérationnel. Et tout le monde s'amuse très rapidement avec cette balle qui pardonne un peu plus. Et donc moins de vitesse dans le jeu à la base, même si à force de jouer, donc ça devient aussi très compétitif. Et les services pour les professionnels se font à plus de 100 à l'heure, donc ça peut devenir également très complexe. Et combien de temps on joue c'est quoi les parties? Comment ça se passe en timing? Alors donc chez moi c'est des créneaux de 1 heure ou 1 heure et demie. Donc pour du simple on conseille du 1 heure parce que là c'est bien plus physique que pour le double, sachant que c'est le même terrain, il n'y a pas de bande en plus ou autre. Et pour le double, donc 1 heure et demie, créneau d'1 heure et demie. On a vu il y a quelques années avec le paddle que les sports de raquettes intéressaient beaucoup les gens. Est-ce que vous sentez que le pickleball est en train de vraiment décoller en France ? Oui, donc soi-disant en France, il y a 1 personne sur 5 qui connaît ce sport. Je pense que l'année dernière, c'était bien moins que ça. Et le vrai engouement qu'il y a eu et que j'ai remarqué, c'est depuis que la Fédération française de tennis l'a intégré à sa fédération depuis le 1er janvier 2026. Là. Donc là, forcément, eux commencent à le promouvoir, à le mettre... Oui, vous êtes structuré, donc on imagine qu'il y a des clubs maintenant qui vont pouvoir prendre cette activité de manière fédérale et officielle. Ça permet à un sport de grandir finalement. Ben c'est ça, et la fédération pousse, donc forcément lorsqu'on met des terrains à la sortie de Roland Garros, ça aide énormément pour faire connaître le sport et pour l'image du sport. Selon toi, quelle est la différence entre ces disciplines, paddle, tennis et finalement pickleball? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que ça s'adresse au même public? On a des joueurs de tennis qui aiment les deux et qui se mettent au pickleball, qui adorent également le pickleball, mais la vraie force c'est qu'on s'amuse très rapidement. Donc les clients qui n'ont jamais fait de sport de raquette, ils viennent jouer ici et au bout de 20 minutes, une demi-heure, ils arrivent à s'amuser rapidement. Des mères de famille ou même des grands-parents avec leurs petits-enfants peuvent très bien s'amuser sur un terrain de pickleball. Il y a moins d'astreintes. C'est ça, il y a moins d'astreintes et donc il est facile à aborder, mais après il est très difficile à vraiment maîtriser. Alors on parlait tout à l'heure avec Philippe Bru, comme on dit en off, sur le nombre de licenciés qu'il y a aux États-Unis. J'étais assez surpris sur le chiffre qu'il m'a donné. En gros, je crois que c'est 40 millions de joueurs, c'est ça? C'est ça. Ouais, ce sont 40 millions, mais il n'y a pas seulement aux États-Unis. Maintenant, ça commence vraiment à se développer également en Australie et en Asie où ça pousse énormément, c'est-à-dire au Vietnam. Comment vous voyez l'évolution du pickleball dans les prochaines années ? Donc là on est à peine au balbutiement de ce sport en France et en Europe, même si l'Angleterre est un peu avancée par rapport à nous, mais vu l'accessibilité de ce sport et la simplicité de jouer, le nombre de personnes qu'il peut atteindre, il devrait grossir très rapidement. Donc la fédération pousse également pour le mettre dans les clubs de tennis en initiation pour refaire découvrir et avoir plus de licenciés. Alors là, je posais une question qui plaira à notre ami Philippe, mais justement, qu'est-ce qu'il faut comme place pour faire des terrains? Est-ce qu'il faut dégager des vieux terrains de tennis? Est-ce qu'il faut créer? Comment ça se passe pour justement, ici, on est dans un lieu qui est un peu original. C'est le premier, je crois, sur la place de Toulouse. Oui, c'est bien ça. Donc comment on arrive à monter des terrains, à convaincre pour avoir des terrains de pickleball? Donc il y a 2 choix. Soit ça se fait dans les milieux associatifs sur des terrains de tennis, donc dans des cours de tennis, ou là par exemple sur des terrains de tennis qui sont en perte de vitesse de joueurs de tennis ou quoi, ils peuvent transformer un terrain de tennis en mettant 4 terrains de pickleball sur un terrain de tennis. Donc c'est la force de ce sport. Et ensuite il y a le milieu privé où là c'est des structures plus confortables et où là on peut... Oui, c'est des perspectives qui peuvent s'ouvrir pour certains terrains qu'il faut réaménager peut-être dans certaines communes ou dans, on va dire, on parlait de campagne tout à l'heure, pourquoi pas dans certaines campagnes où effectivement sur un terrain de tennis on met 2 joueurs et si on peut en mettre 4 sur un terrain de tennis au niveau joueur, ça augmente le volume d'accès aux personnes, quoi. C'est ça, exactement. Ça, c'est ça l'intérêt. Est-ce que pour toi, le lancement ici, donc on va parler un peu de la structure, parce qu'on n'a pas parlé de ça, et comment ça se passe? Quel est le projet ici, dans cet espace où on est en direct ici avec toi? D'abord, comment on vient ici? Comment ça se passe? Comment on organise quand on se lance? Alors, je disais tout à l'heure, tu nous viens d'Airbus, puisque tu as un passé quand même professionnel. Et comment on arrive dans une belle idée comme ça? En fait, moi j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc en 2017, à côté d'Airbus, j'ai commencé à créer une société. Et puis en 2024, avec l'idée un peu de lancer le pickleball, j'ai pris un congé sabbatique. Et c'est là que je suis parti un mois aux États-Unis pour vraiment voir si ça me plaisait, et si je pensais que ça pouvait marcher en France. Et en fait, étant un grand fan de sport et donc d'entreprendre, je me suis dit il faut que j'allie les deux et que je lance ça en France. Et là, tu l'as lancé depuis combien de temps donc là, j'ai ouvert début septembre, ça fait 7 mois environ, et je suis très content de l'affluence qui augmente petit à petit. Ouais.
Alors, comment ça se passe pour venir chez toi? Comment on vient? Comment on peut s'inscrire? Comment c'est géré? Alors donc on a un site internet où on retrouve notre numéro ou alors un lien de réservation qui se fait directement en ligne pour que nous on reçoive les réservations de terrain et ensuite on paye soit sur place soit en ligne directement. Donc c'est des locations un petit peu comme si on louait des terrains de tennis, hein, tout simplement le principe, la même chose. Voilà, c'est une application comme un terrain de paddle ou de tennis qui nous permet de bloquer un créneau et ensuite sur place on peut louer le matériel en supplément si on l'a pas. Ouais. Et le site? Le site, c'est quoi? C'est Smash, c'est quoi? Donc le site, c'est smash-pickleball.fr. Voilà, la chose sont dites en tout cas. Merci en tout cas, Nicolas. On va poser quelques questions à Philippe qui est ici avec nous et Philippe qui lui a un rôle un peu plus large. Il n'a pas choisi Toulouse, il a choisi d'être un peu plus loin. Le pickleball, c'est bien plus qu'un simple sport émergent, c'est un véritable phénomène mondial qui séduit des millions de joueurs de tous les âges et tous les niveaux. Philippe Bru est chargé de développement de la franchise Pickleball Kingdom en Europe. Est-ce que, tout d'abord, vous pourriez vous présenter, Philippe? Bien sûr, Léa. Philippe Bru, je suis en priorité donc le porteur du projet Compact, qui sera un lieu de vie, complexe multisport avec un hôtel, des restaurants, une grande esplanade, un projet qui est en place et on est en train de lever des fonds pour ce projet. Et donc en parallèle, la franchise américaine, donc Pickleball Kingdom, m'a demandé de m'occuper de l'Europe et de trouver des masters franchisés, comme toutes sortes de franchises que nous avons autour de nous. Quel est aujourd'hui votre rôle dans le développement de ce sport, que ce soit en Europe ou en France? L'objectif principal est d'aider donc la franchise encore une fois, à trouver des masters franchisés et celui ou celle qui sera choisi dans chaque pays pourra ouvrir un minimum de 25 centres de pickleball. Et donc la franchise, bien sûr, avec toute la stratégie, alors je ne sais pas si c'est une stratégie américaine, mais du moins c'est une communication, de développement. Voilà. Il vous amène, on le sait tous, à travers... Il y a un packaging qui est prévu dans la franchise. Concrètement, c'est comment, Philippe? Si demain, j'imagine, Nicolas, vous voulez prendre la franchise, qu'est-ce que sont ces engagements? Présente quoi exactement comme terme de financement ou d'engagement? Il faudrait tout simplement que Nicolas d'abord trouve à travers la France, l'île de la Réunion ou la Martinique, la Guadeloupe, des franchisés qui vont demain avec s'ils ont accès au foncier, s'ils peuvent construire ou pas comme ici à Toulouse. Et ensuite la marque, le nom, le marketing, les équipements, tout ça est lié à la franchise de Pickleball Kingdom et le travail de Nicolas potentiellement sera de contrôler chaque centre, en plus des tournois, en plus de l'approche au niveau des associations, au niveau de la RSE. Il y a une charte à respecter, j'imagine. Il y a une charte typique de franchise. C'est un travail qui est très important, mais l'avantage, encore une fois, après on aime ou on n'aime pas la franchise, hein, et je pense que Nicolas et d'autres acteurs, surtout dans le privé, ont cette vision, c'est-à-dire d'ouvrir des franchises, parce que plus vous avez de centres, plus vous pouvez faire de tournois, inviter des ambassadeurs, vous avez plus de moyens. Vous pouvez faire aussi beaucoup de RSE, c'est ce qui est crucial aujourd'hui. Pickleball Kingdom est un acteur majeur sur le développement dans ce sport. Donc sa fonction, ça vient des États-Unis, donc oui. De son côté. Ils ont déjà ce système-là aux États-Unis, j'imagine. Oui, on a des exemples qui existent, qui peuvent peut-être donner envie, parce que le lien, c'est l'Europe. Oui. C'est le travail que tu as à faire. Et pourquoi ils veulent venir en Europe? Quelle est leur vocation? Je pense comme Nicolas, comme beaucoup d'acteurs, que ce soit à la fédération ou dans les acteurs privés, le sport du pickleball, on part de très loin aujourd'hui par rapport à d'autres sports, on l'a indiqué comme le paddle, mais l'avantage c'est qu'il faut tout créer. Et donc la franchise américaine, ils ont signé des contrats avec l'Inde. Nicolas vient d'en parler en Australie, je crois que c'est déjà fait. Le Vietnam, en Asie, c'est là où tout se produit, les équipements. Et donc pour une franchise, il faut bien sûr être absolument en Europe. Il faut être patient et trouver encore une fois des masters franchisés dans chaque pays. Est-ce que le pickleball représente une nouvelle façon de pratiquer le sport ? C'est certainement une des façons. La beauté de ce sport, on le voit au paddle, les âges de pratique sont entre, Nicolas peut confirmer, c'est 20, 25 ans, 45, je veux dire le plus gros pourcentage de joueurs, on va dire. Oui, c'est ça. Au paddle. Au paddle. Alors, au début du pickleball, c'était des gens plus âgés qui venaient jouer au pickleball. Mais maintenant, on le voit dans les chiffres, tout ça, c'est équilibré, des jeunes, des adolescents, des adultes.
Alors, justement, une question à vous poser tous les deux, parce que dès qu'on commence à jouer, il y a esprit de compétition. Tu es d'accord avec moi? Donc, est-ce que vous, sur Toulouse, vous deux, enfin, vous avez l'intention, vous faites des compétitions, vous avez envie d'aller, parce qu'il y a peut-être d'autres centres un peu partout. En France, il y a d'autres centres, j'imagine, comme ici. Comment ça se passe? Avec l'affiliation FFT, donc Fédération Française de Tennis, on fait régulièrement des tournois homologués. Et notamment vendredi, on a fait un tournoi mixte qui a réuni 24 équipes, donc 48 personnes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une grosse partie de personnes qui ont envie de faire des compétitions. Ouais. Et là, il y avait de l'âge, il y avait un niveau d'âge où c'était libre? Comment ça se passe? Ouais, il n'y avait pas de limite. Donc, pour l'instant. Pour des championnats nationaux, il y a la catégorie plus de 50 ans. Mais nous, à ce niveau-là, c'était toute catégorie. Mais bon, quand on a des jeunes de 20 ans en face qui ont fait du tennis toute leur vie et qui ont commencé le pickleball depuis un an... Voilà. Oui, donc on peut récupérer un certain nombre de joueurs qui sont lassés du tennis, je le dis avec des guillemets, et qui donc trouveraient une réalité à travers le pickleball. Oui, exactement. On a même des anciens joueurs de tennis, c'est le cas de mon coach qui avait arrêté le tennis parce que tout simplement il en avait marre, il en avait fait toute sa vie. Et son fils était donc coach de pickleball aux États-Unis et il s'y est de suite intéressé et c'est ce qui lui a permis de reprendre le sport. Il y a moins d'efforts physiques, c'est pas les mêmes efforts, c'est moins dangereux, enfin on va dire pour le corps. Est-ce que c'est par rapport au tennis où il y a quand même des efforts différents ou pas du tout? Je pose la question naïvement. Sur la partie double, en fait, quand on joue tranquillement, donc forcément on arrive à ne pas se faire très mal, mais après en compétitif c'est quand même très physique. Après la balle et le toucher de la raquette est un peu moins traumatisant qu'une balle et une raquette de tennis. Ouais. Bon, je mets pas la pression, mais les championnats de France c'est pour ici bientôt. Non, les premiers championnats de France seront à Aix du 10 au 12 juillet. Ah bah voilà, c'était une bonne information. Et donc concrètement, donc on a une structure avec un club derrière, avec des adhérents ou c'est uniquement de la location? On a les deux, donc nous on a une partie abonnée, les personnes, ce qui leur permet de jouer illimité à toute heure, et ensuite on a des gens qui viennent à l'occasion. Non mais quand je parle de club, il y a abonné, mais il y a l'esprit club. Est-ce que c'est dans cet esprit-là ou pas encore? C'est pas encore mûr pour le faire complètement avec des gens qui partent en compétition, etc. Nous on a cette partie donc amicale où tout le monde peut venir, mais après justement donc je suis associé avec un joueur français qui est pro aux États-Unis, qui était numéro 2 mondial, qui s'appelle Jocelyn De Villiers, avec lequel on a fait une académie à son nom et où là on veut recruter des jeunes dans le but de les envoyer peut-être un jour se professionnaliser aux États-Unis. On le voit aussi récemment, on voit des anciens joueurs de tennis comme André Agassi qui a rejoint le monde du pickleball. Il y a aussi l'Australien Nicolas, c'est Kyrgios. Ouais, Kyrgios, c'est ça. Kyrgios, qui a rejoint le Jack Sock. Voilà, donc des anciens joueurs de tennis. Et puis on l'a vu récemment, ce qui est très intéressant. Encore une fois, je l'ai vu sur certains articles, mais à l'Open de Madrid, c'était les finales où le tournoi en lui-même était joué carrément à l'intérieur du Bernabéu, sur le terrain de foot. Léa posait la question, quel est l'avenir ou quelle est la vision de ce sport? Ils ont les moyens, je veux dire, financiers, la stratégie, la vision de mettre ce sport au centre de Roland-Garros, au centre des stades de foot, pour que le public, le grand public, puisse voir ce sport de près. Et c'est ça, je pense, l'avenir, d'être lié légalement avec des anciens joueurs, que ces ambassadeurs viennent en France ou en Europe faire des tournois. Mais seul à travers une stratégie, on pourra, et j'espère que la fédération certainement travaille aujourd'hui pour ça, de mettre ce sport sur le devant de la scène. Eh bien, écoutez, c'était très, très intéressant. Dernier regard sur l'Europe que tu vas développer. T'en es où dans ces développements? Les approches de franchise, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut savoir, de l'info en avant-première sur les éventuelles franchises qu'on pourrait développer? Alors, il y a plusieurs infos. Déjà, depuis que le communiqué de presse a été lancé fin janvier, donc beaucoup de discussions, beaucoup de réunions ont eu lieu avec toutes sortes de pays, que ce soit en Angleterre, au Portugal, en Allemagne, même la Grèce. Donc il y a beaucoup d'intérêt des deux côtés, on va dire, au-delà de la fédération, mais beaucoup de clubs veulent savoir pourquoi la franchise, qu'est-ce que vous pouvez nous amener, et bien sûr les acteurs privés comme Nicolas et bien d'autres qui veulent absolument ouvrir 10, 15, 20 centres demain en Europe. Et encore une fois, il faut que la franchise fait partie du business, comme dans tout domaine, dans toute entreprise, la franchise est là. Le pickleball n'est pas un simple phénomène venu d'ailleurs, c'est une vraie tendance de fond qui s'installe durablement dans le paysage sportif, accessible, convivial, intergénérationnel. Il coche toutes les cases d'un sport moderne tourné vers le plaisir et le partage, et à travers des initiatives locales comme Smash Pickleball Toulouse, mais aussi des projets d'envergure européenne portés par Pickleball Kingdom, on comprend que le mouvement est lancé et qu'il ne fait que commencer. Merci Nicolas et Philippe d'avoir été avec nous pour éclairer sur cette discipline en plein essor et sur ses perspectives d'avenir.
Et si vous ne connaissez pas encore le pickleball, peut-être il est temps d'aller essayer par vous-même sur le site directement smashpickleball.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport. C'était Si on parlait de sport avec Patrick Rigaud, Abdel El Amouchi, Nicolas Lemosi, Philippe Bru. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 151e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 151e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Patrice Rigaud, Abdel El Amouchi, Nicolas Lemosi et Philippe Bru. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires LG Consultants, Semper Connect, l'agence Bellombra, avec Bruno Hamet. Vous aimez l'émission Et si on parlait de sport, passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre ou supporter de l'association. Parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, Continuez à vivre le sport autrement.